SaaS is dead. Cette petite phrase prononcée par le patron de Microsoft, Satya Nadella, en décembre 2024, il y a déjà plus d'un an, donc, a lancé un débat ultra intense et qui se monte chaque jour. Et t'as pas le droit de l'ignorer si tu lances en ce moment une boîte tech. De Marc Benioff de Salesforce à Sébastien Semiatowski chez Klarna, en passant par tous les VC de la Silicon Valley, des figures de la tech du monde entier y apportent leur grain de sel et tentent de deviner à quoi va ressembler le business model du futur dans le logiciel. Évidemment, je ne vais pas trancher le débat en quelques minutes, mais plutôt prendre le temps de t'expliquer pourquoi c'est crucial d'y réfléchir si tu construis en ce moment une boîte tech. Bienvenue dans La Machine TV, le podcast pour ceux qui veulent lancer leur première boîte comme si c'était la 10e. Je suis William Sadrin, le cofondateur de La Machine, le GPS IA des entrepreneurs. Et chaque lundi, en moins de 10 minutes, on t'aide à te lancer dans le chaos actuel avec un peu plus de clarté, de stratégie et surtout beaucoup moins de bullshit. On reprend. Imagine si, en l'espace de quelques mois, l'ensemble des clients d'IKEA ne veulent plus monter les meubles eux-mêmes, ne veulent même pas d'ailleurs posséder le meuble en tant que tel, mais simplement jouir de son utilisation. En fait, c'est ce qui est en train de se passer dans le monde du logiciel. Si le débat sur la mort du SaaS est aussi intense depuis plus d'un an, c'est parce qu'en fait, ce business model est ultra dominant dans la tech depuis plus de 15 ans. Jusqu'alors, tu construisais une application dans le cloud avec une belle interface et tu vendais des abonnements mensuels par utilisateur, ce qu'on appelle les seats, les sièges. Salesforce, HubSpot, Notion, Slack, Stripe, à peu près toutes ces boîtes ont été bâties sur ce même modèle. La formule de croissance était simple. Plus tu as de clients, plus tu as de sièges par client, plus les prix augmentent évidemment au fil du temps. Et pendant longtemps, la barrière à l'entrée, c'était donc l'exécution. Il fallait une équipe technique solide, du temps, du capital et de la distribution pour sortir un bon produit. Et là, évidemment, si tu m'écoutes toutes les semaines, tu me vois venir. L'IA a bousculé énormément de ces barrières à l'entrée. Le code, c'est devenu quasiment trivial de sortir un MVP qui tient la route. L'interface, les agents IA peuvent interagir automatiquement. Plus besoin qu'un humain clique partout sur ton dashboard. Et surtout, en fait, tu peux demander directement à une IA de faire des tâches qui nécessitaient avant de passer par 4-5 logiciels et des interfaces différentes. D'où la question centrale qui anime le débat aujourd'hui. Si un agent IA peut faire tout le boulot en parlant directement à tes données et à tes systèmes, pourquoi garder 15 SaaS différents avec chacun son dashboard compliqué? En fait, si tout ça fait en parler, c'est parce que l'essence même du métier, elle a changé. Avant, tu construisais une fonction, paiement, mail, SMS, analyse, puis tu l'exposais via une API ou une interface. Tu te battais donc justement pour que des développeurs t'intègrent dans leur code. C'était l'ère des tuyaux. Avec la démocratisation de l'IA générative, on entre dans l'ère des cerveaux. L'exécution étant totalement compressée dans un prompt, la valeur se décale sur comment penser correctement un problème métier et packager cette expertise pour que des agents puissent l'utiliser pour eux exécuter. Autrement dit, tu n'encodes plus seulement une fonction technique, tu encodes un jugement, une manière de travailler. Tu vois ce qui change? Avant, on vendait un bouton. Maintenant, on vend le cerveau qui sait quoi faire du bouton. Et ça, ça redistribue un peu toutes les cartes. Au lieu de convaincre des devs de t'installer dans leur code, tu te positionnes pour que les agents appellent naturellement ton expertise. On va donner un exemple un peu concret. Si tu es un freelance CEO aujourd'hui qui a des ambitions de scaler, tu vas plus créer un énième SaaS avec un dashboard, mais plutôt par exemple un skill sur Claude ou tout autre orchestrateur d'agents pour que ta cible n'ait qu'à taper /SEO-audit pour utiliser ton expertise. Tu mets ton cerveau dans son workflow. Et dans ce nouveau monde, ton logiciel n'est plus forcément l'endroit où les gens travaillent. Il devient une brique dans un process d'agent. Ou carrément une API invisible que l'agent va utiliser sans que l'utilisateur final le sache au final. C'est l'occasion de partager la vision de mon associé Dorian qui s'occupe de toutes les questions tech de la machine. Pour lui, demain, chaque entreprise aura son propre méga SaaS agentique, métier propriétaire. Et c'est ça qui va faire du mal aux méga SaaS actuels comme HubSpot et tous ses consorts, où tu payes au siège bien souvent très très cher en exploitant seulement un très faible pourcentage des fonctionnalités accessibles. Évidemment, ça change beaucoup de choses sur la manière de facturer. Parce que l'utilisateur, c'est clair, il veut plus apprendre 10 outils différents. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de pricing à l'outcome. Tu ne vends plus un outil de support client, tu vends 100 tickets résolus par mois avec une satisfaction au top. Tu ne vends plus un CRM, tu vends X nombre de deals qualifiés et suivis jusqu'à la signature. Tu ne vends plus un outil de comptabilité, tu vends une clôture mensuelle propre et conforme. Quand il y a IA, le client paye pour le résultat, plus pour l'outil. Ça, c'est le fond du discours principal, le camp un peu accélérationniste, mais qui passe un peu vite sur le fait que ces changements, ils prennent quand même un peu de temps. Heureusement, il
Il y a des voix un peu plus modérées qui se font entendre sur le sujet, et notamment celle de Marc Benioff, le patron de Salesforce, qui critique bien ce discours. Pour lui, l'IA ne tue pas les applications, elle tue pas les logiciels, elle va les rendre agentiques et encore plus stratégiques. Et il avance plusieurs arguments, notamment le fait que certains métiers ont besoin de cadres extrêmement stricts, comme dans la santé, la finance ou le juridique, où on ne lâche pas évidemment un agent freestyle sur des données sensibles. Il faut des logs, des contrôles, de la traçabilité, bref, des SaaS structurés. Et son deuxième argument, c'est que tout le monde ne veut pas configurer des agents pour 80% des utilisateurs, en fait. Et pendant encore plusieurs années, un outil simple, ciblé et bien intégré restera plus rassurant pour l'utilisateur qu'un agent à paramétrer. C'est bien joli tout ça, je te vois venir, mais qu'est-ce que t'en fais, toi, aujourd'hui, qui voudrais te lancer? Avant de te dévoiler mes conseils, message de service oblige, sois sympa. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager ce contenu à un de tes potes qui doit se lancer. Notre objectif, c'est de l'aider à ce que ça se passe bien. On reprend. Premier conseil, package ton expertise avant de coder. Écris la méthode que tu utilises pour résoudre un problème. Par exemple, comment je négocie un contrat SaaS en 7 étapes. Voilà. Automatise-la avec des outils no-code, par exemple, Zapier, Make ou une API, et ajoute seulement une interface si c'est nécessaire, demandée par tes utilisateurs. Trouve aussi ta donnée et ton expertise unique. Les agents, ils ont besoin de contexte pour être utiles. Si tu as une base de données propriétaire, par exemple, je sais pas, les tarifs moyens des freelances par secteur, ou une méthodologie très éprouvée, comme réduire les coûts de 30% logistique pour l'e-commerce, ben, c'est ça ta défensabilité de demain. C'est ça qui aura de la valeur. Ensuite, conçois dès le début ton outil pour deux types d'utilisateurs. L'humain, avec une interface simple et rassurante, et l'agent, avec une API claire, et des actions atomiques hyper précises et détaillées, et de la documentation pour les IA. Puis, vends un résultat. On l'a déjà dit, on ne vend plus un CRM à 49 € par mois par utilisateur, mais bien 50 leads qualifiés par mois dans ton pipeline, avec un taux de réponse de 20%. Et avec donc un pricing à la outcome. Enfin, commence petit, mais pense massivement distribuable. Une équipe de 3 personnes, elle peut aujourd'hui toucher des milliers d'utilisateurs si son expertise elle est appelable facilement par des agents. Par exemple, un micro-SaaS qui va générer des fiches produits optimisées pour Amazon, eh ben, il peut être utilisé comme ça par 10 000 agents différents sans aucun scaling complexe. Enfin, je termine sur un rappel et un point d'attention. Ces conseils, je les donne, comme souvent dans ce format MTV, à des personnes qui veulent se lancer, donc qui sont particulièrement applicables au début de ton aventure. Si tu es expérimenté, que c'est pas ta première boîte ou que tu es animé par une ambition démesurée, il faut aller encore plus loin dans la réflexion et te poser la question. Si pendant cette ruée vers l'or, tu as vraiment la meilleure pelle du marché, pourquoi la vendre et pas creuser toi-même? Si tu as envie de réfléchir à cet angle, je te mets dans la description un lien à lire absolument et je t'en dis pas plus. Sans transition, j'en profite pour enchaîner sur les news de la semaine. Et on commence avec la conférence du CEO et cofondateur de Mistral, Arthur Mensch, devant les élèves de Polytechnique, son ancienne école. Pendant une petite demi-heure, il y déroule un raisonnement et des arguments extrêmement béton sur la souveraineté de l'IA et la vitesse hallucinante des progrès de ces technologies, avec un message fort pour les futurs cerveaux du pays. Puisque l'IA banalise le code et la synthèse, la valeur, leur valeur à eux, réside désormais dans la capacité à définir des problèmes pertinents à résoudre grâce à ces technologies. Tu trouveras le lien de son intervention en description, je t'invite à la regarder. Autre news, outre-Atlantique, on regarde cette fois-ci du côté de Meta et de Mark Zuckerberg, qui a été entendu mercredi pour la première fois par un tribunal américain sur les questions d'addiction des jeunes aux réseaux sociaux. Zucki avait déjà témoigné sur la question devant le Congrès il y a plusieurs mois, mais le procès qui se tient actuellement, il pourrait peut-être faire basculer un peu les défenses des géants de la tech et lancer, on espère, une vague de nouvelles actions en justice. L'occasion de me rappeler pour moi que les réseaux sociaux investissent massivement, et depuis extrêmement longtemps, dans la maximisation de la stickiness de leurs outils. Plus les utilisateurs y passent du temps, plus ils y gagnent d'argent. Ça fait plus d'une décennie que les équipes de développement produits de Facebook, Instagram, autres TikTok, Snapchat usent et abusent des mécanismes de notre cerveau et jouent avec la santé mentale de leurs utilisateurs pour les rendre accros. Et on ne pouvait pas décemment ignorer les effets dévastateurs des systèmes qu'ils ont conçus et qu'ils améliorent en permanence. La guerre de l'attention, elle n'est pas prête de s'arrêter. L'audience de Zuckerberg, elle s'est évidemment, et bien malheureusement, focalisée sur la définition de ce qu'est une addiction. Les procès se passent souvent de façon un peu tordue. Avec quand même des passages un peu mémorables, notamment le moment où le juge demande à Zucki s'il connaît le terme de doom scrolling, et que l'intéressé répond sans broncher, vaguement. Une actualité qui n'est pas sans rappeler le tristement célèbre procès des 7 nains en 1994, quand les 7 plus grands fabricants de tabac juraient sous serment et devant le peuple américain que non, la nicotine ne rendait pas dépendant. Pardon?
et que le tabac n'était pas dangereux pour la santé. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'oublie pas de nous dire ce que tu as pensé de cette édition, de mettre tes commentaires, et surtout, on se retrouve lundi prochain. D'ici là, parle chaque jour à tes utilisateurs. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de la machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.